L'audace, c'est l'énergie des commencements. C'est ça, l'audace. Après, il ne faut pas d'audace, il faut du courage. Le courage, c'est la vertu de continuer quelque chose. Alors que l'audace, c'est la vertu de commencer quelque chose. Donc, j'ai beaucoup aimé ce verbe oser, et vous l'avez sans doute compris, monsieur Ruiz, puisque directement vous avez souligné l'importance de ce verbe. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire de oser la différence. Alors, la première chose que je voudrais vous proposer, vous donner à penser, c'est qu'aujourd'hui, toute action à caractère social, oui, on va dire social, toute action à caractère social a pour principe d'œuvrer, de s'engager à ce qu'on appelle l'autonomie des personnes. Et il s'agirait donc d'aider les personnes de plus en plus, chaque fois qu'on fait dans l'action sociale, vous voyez, il s'agirait de plus en plus d'aider les personnes à être autonomes. Et ce mot d'autonomie a pris une importance, aujourd'hui c'est même devenu un critère, une référence pour l'action. Or, quand on parle d'autonomie, on n'a rien résolu. Parce que l'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que devenir autonome, c'est pouvoir se passer de liens? Ou est-ce que devenir autonome, ça signifie développer les liens? J'ai bien écouté la table ronde tout à l'heure et j'ai plutôt compris que c'était la deuxième signification, c'est-à-dire qu'on était autonome lorsqu'on devenait capable de développer des liens et non pas lorsqu'on était capable de s'en passer. Donc là, ça me fait droit au cœur parce que nous sommes sur des convictions absolument communes. Alors, est-ce que être autonome, c'est n'avoir aucun besoin d'aide? Est-ce que être autonome, c'est n'avoir aucune dépendance? À ce moment-là, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui est autonome. Et donc, je crois qu'à travers cette idée d'autonomie, qui est une idée de référence aujourd'hui de l'action sociale en particulier, je crois qu'il y a un mythe qui est derrière, et qui est un mythe que je vais essayer de légèrement déconstruire, parce qu'il y a des idées peut-être plus fortes que ce mythe-là. C'est un mythe lié à la notion d'individu. C'est-à-dire que la notion d'individu, aujourd'hui, ou l'individualité, c'est une idée qui entretient cette croyance qu'on pourrait être indépendant de tout lien. Que si on est des individus, eh bien on est des personnes totalement devenues indépendantes et en retrait possible par rapport à tout lien. Or, je fais partie plutôt des gens qui pensent que nous devons prendre conscience très vite et pendant longtemps de tout ce qui nous relie au monde, de la situation qui nous est donnée et à laquelle on ne peut pas nécessairement échapper. Exemple, il y a une situation à laquelle on ne peut pas échapper, c'est à son époque. Voilà. On peut critiquer son époque, mais on ne peut pas ne pas en être. Alors on ne peut pas la suivre, mais on ne peut pas se dire « moi, je suis du Moyen-Âge ». C'est pas possible. Donc il y a toute une part de destin dans l'existence qui désignerait tout ce que nous n'avons pas choisi. Notre corps, notre sexe, notre époque. Il y a donc tout ce que nous ne dominons pas, en situation de handicap ou non. Et donc, simplement, ce qu'il ne faudrait pas croire, c'est que ce destin, eh bien, pourrait nous déterminer et devenir une fatalité. Eh bien, je crois que lorsqu'on a de l'audace, c'est lorsqu'on estime que le destin n'est pas une fatalité. Et que c'est pas parce qu'il y a des choses qui nous sont données dans notre situation de départ, dans notre existence au départ, eh bien, c'est pas pour autant que ça doit devenir une fatalité, c'est-à-dire qu'il y a bien un ensemble de choses qui nous déterminent, une nature, une génétique, un milieu d'origine, etc. Il y a bien un ensemble de déterminations qui influencent notre être, on est tous d'accord pour le reconnaître, et qui désignent effectivement ce qui nous met en lien. Alors ça, c'est ce que je vais appeler tout ce qui nous installe dans la vie. Personne en situation de handicap ou pas d'ailleurs, tout ce qui nous installe en situation. Je ne connais pas d'être humain qui ne soit pas en situation. Donc vous voyez qu'au sein de cette situation, qui nous influence, qui nous structure, qui nous détermine, qui peut être délicate, difficile, pesante, etc., eh bien au sein de cette situation, nous sommes des êtres pourtant incertains. Nous sommes des êtres incertains, c'est-à-dire que nous pouvons devenir plein de choses différentes au sein de cette situation, et c'est cela qu'on va appeler l'audace. L'audace, ça consiste à se poser la question suivante. Qu'allons-nous faire de ce qui nous est donné? Un sexe, une taille, une époque, un handicap, une fragilité, une force, des talents, des non-talents. Parce que tout le monde a des talents, mais tout le monde n'a pas que des talents. Nous avons aussi, bien sûr, de temps en temps, quelques finitudes. Et donc, le problème, je crois, de l'audace, c'est au lieu de considérer que notre situation
est une fatalité, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire de la situation qui m'est donnée, qu'allons-nous devenir à partir de ce qui nous est donné et que nous n'avons pas choisi. Comment donc, et voilà l'audace, éviter d'être submergé dans une fatalité, et comment donc devenir une possibilité? C'est là, me semble-t-il, que se trouve l'audace. Donc l'autonomie, que j'ai griffé un peu tout à l'heure en disant attention, c'est un concept sympathique mais il n'est pas rigoureux, l'autonomie, elle va consister à développer nos possibilités et non pas à devenir nécessairement sans lien et sans dépendance. Et donc vous voyez que cette autonomie qui consiste en nos possibilités, eh bien je crois que l'autonomie ne consiste pas à se laisser dominer par les situations dans lesquelles nous vivons. Et je crois justement que moi je préfère à la notion d'individu, je vais donc la remplacer, puisque je dis du mal dans cette notion, je vais donc la remplacer, je vais préférer la notion de personne, qui est une notion que je trouve beaucoup plus rigoureuse. Pourquoi? Parce qu'une personne, pour moi, ça désigne chacun de nous comme un être multiple. Une personne, ça ne tient pas dans une seule propriété. Je peux être une personne et être catholique, joueur de tennis, travailler dans une banque, être divorcé, etc. La personne est un être multiple. Alors qu'on aurait tendance à penser que l'individu est un être simplement unique. Si nous avons besoin de l'audace, si l'audace est fabuleuse, c'est parce qu'aucun d'entre nous n'est un être achevé. C'est parce qu'aucun d'entre nous est un être fini. C'est parce que nous sommes des êtres multiples. Et donc, si nous sommes des êtres multiples, nous sommes donc des êtres porteurs de possibles. Et donc, pour moi, vous voyez, ce que je voudrais vous donner à penser, c'est cette idée qu'une personne, en situation de handicap ou non, c'est une expérience de la multiplicité qui n'a rien à voir avec une identification, ça a été dit tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec une identification à la société, ça n'a rien à voir avec une identification aux normes sociales, ça n'a rien à voir avec une identification au modèle. Une personne, ça n'est pas un être normalisé. Lorsqu'on est un être normalisé, on n'est plus personne. Donc ça veut dire, vous voyez, que soigner, par exemple, ça n'est pas du tout adapté à une norme. Ça s'appelle normaliser, ça ne s'appelle pas soigner. Donc une personne, vous voyez, c'est une multiplicité. C'est un être à facettes multiples qui déborde toute norme. Et donc il ne s'agit pas, vous le voyez, de faire émerger un individu normal. Que ce soit par la culture, que ce soit par l'accompagnement, il ne s'agit absolument pas de ça. Mais il s'agit, et vous avez compris la passion que j'ai pour ce verbe, d'oser penser que chaque personne est capable, sans le savoir, parce que je tiens à vous dire que nos possibilités, la plupart, nous ne les connaissons pas, parce qu'on ne peut les connaître que lorsqu'on les révèle, et non pas de manière secrète. Nous ne connaissons nos possibilités que lorsque nous les exerçons. Et donc, vous voyez, il ne s'agit pas de faire émerger un individu normal, mais il s'agit d'oser penser que chaque personne est capable, y compris sans le savoir, de développer des potentialités. C'est-à-dire que la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer ce matin, c'est qu'on ne sait jamais ce que c'est qu'un être humain. Alors ça veut dire qu'on ne construit une autonomie qu'à partir de liens. Et c'est cela peut-être qui va modifier toute une conception de l'action sociale à l'égard des personnes en situation de handicap, évidemment, mais pas seulement. Désormais, effectivement, si on va du côté de l'audace, il ne s'agit plus de prendre en charge des personnes, il s'agit de les prendre en compte. C'est pas tout à fait la même chose, c'est même exactement le contraire. Quand on prend en charge, c'est qu'on ne prend pas en compte. Et donc vous voyez qu'une personne, dans cette logique de la prise en compte, eh bien c'est un être à plusieurs dimensions. Et donc, comment finir avec ça? Une personne, aucune personne, même gravement affectée, une personne n'est jamais un simple ensemble de symptômes. Une personne n'est jamais réductible à ses symptômes. Une personne n'est jamais réductible à ses problèmes. Une personne convoque toujours un sens à construire. Nous sommes dans une société, tout à l'heure un comédien, si j'ai bien compris, le
disait d'une autre façon, mais sans aller, je crois, au même, nous sommes dans une société qui ne veut pas voir ses membres blessés. Nous sommes dans une société qui aime les gens qui réussissent et qui refuse de regarder toute forme de fragilité. Eh bien, je crois que oser, c'est résister à cette vision. C'est résister à cette vision normalisatrice, parce que toute personne est une manière d'être, mais, vous voyez, une personne, ce n'est pas un être qui doit être conforme à des modèles idéaux. Ça veut donc dire qu'on ose le jour où on développe des capacités et qu'on n'ose pas le jour où on identifie à des déficits. Alors j'en arrive à cette première idée, peut-être principale, je vais vous en proposer deux que je considère comme essentielles pour alimenter notre réflexion. C'est que quand on parle de la diversité, il en a été beaucoup question bien avant mon intervention, quand on parle de la diversité c'est une critique de la notion d'identité. S'il y a de la diversité, c'est que nous ne sommes pas identiques. C'est donc que l'identité est multiple, c'est donc que l'identité n'est pas effectivement identique. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de diversité, et ça va, me semble-t-il, bien avec l'idée précédente, si on parle de diversité, c'est qu'on refuse l'uniformité. Voilà, on refuse l'uniformité, alors oser, ça doit être le troisième sens que je vous propose. Oser la différence, c'est la promouvoir. C'est cesser de penser que l'égalité exigerait de faire abstraction des différences, comme a pu le penser parfois une république très insouciante de ce qu'elle était en train de dire. L'égalité n'exige pas de faire abstraction des différences, elle exige de les valoriser. L'égalité n'exige pas une identité commune, l'égalité exige de s'ouvrir à la diversité, oser la différence, donc vous le voyez, c'est d'abord reconnaître cette diversité, c'est-à-dire c'est oser sortir d'un aveuglement à ces différences. Tous les hommes sont nous semblables, ça veut dire qu'aucun n'est identique, puisque le mot semblable signifie que nous ne sommes pas identiques. Un handicap est une figure de la diversité humaine, même si cette figure de la diversité fut longtemps dévalorisée. Il y a donc plutôt, alors je ne sais pas si c'est, je crois que c'est une bonne nouvelle, mais elle est compliquée quand même. Il y a plutôt une diversité du genre humain. Peut-être qu'il n'y a pas, et vous savez, pour un philosophe, c'est un peu tragique. Il n'y a peut-être pas une unité du genre humain. Peut-être qu'il faut abandonner l'idée qu'il y a une unité du genre humain. Parce que l'identité humaine, elle est différenciée. Il n'y a pas d'homme hors sujet. Il n'y a pas d'homme dissemblable, si vous préférez. Simplement, nos situations initiales ne relèvent jamais de nos choix. Personne dans la vie ne mérite ce qu'il reçoit. Dans ces conditions de départ, personne évidemment ne mérite sa famille. Personne évidemment ne mérite son code génétique. Personne ne mérite son milieu d'origine. Bien évidemment. Et donc vous le voyez que nos situations de départ n'ont rien à voir avec nos mérites. C'est bien pour cela qu'après, il faut que la culture s'invite pour les manifester, ces mérites. Parce qu'ils ne sont jamais dans les situations de départ. Nous ne méritons pas notre condition d'origine. Alors, le problème de la révélation des capacités, il est bien évident que pour résoudre ce problème, certaines personnes, on est tous d'accord là-dessus, ça serait s'aveugler que de le nier, certaines personnes sont moins favorisées que d'autres, du point de vue, non pas des capacités, mais certaines personnes sont moins favorisées que d'autres du point de vue de la possibilité de le développer. C'est pas du tout la même chose. Nous n'avons pas les mêmes conditions pour développer nos capacités.